Bienvenue à toutes et à tous. Je vois que les personnes commencent à se connecter. Merci de votre ponctualité en tout cas. Donc, on va démarrer sans plus attendre. Je crois que vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce cycle, la raison d'être le jour d'après. Je salue en particulier ceux que je connais, et il y en a beaucoup. Donc, merci à Nicolas Boudinet et à Franck Carnero d'avoir accepté de participer à cet échange pendant 1 heure avec vous. Il s'agit d'une deuxième rencontre donc de ce cycle, la raison d'être le jour d'après. Nous avions en effet, avant l'été, eu l'occasion d'échanger une première fois sur ce sujet de l'activation de la raison d'être avec Karen Massico, Chief Mission Officer de Mirova. Mirova est en société à mission depuis novembre 2020. Et Sophie Mazoué de la RATP. Alors, pourquoi on a trouvé intéressant d'adresser le sujet de l'après avec Jean-Noël? Alors, peut-être pour deux raisons qui vont vous sembler très logiques. La première, c'est qu'on a vécu une première période pendant 2 ans et demi, puisque, rappelez-vous, la loi Pacte a été votée en mai 2019, qui a été vraiment consacrée à l'émergence et à la formulation des raisons d'être et des missions. Et les sociétés pionnières, donc vraiment, passent depuis quelques mois dans cette phase d'activation, donc comment faire vivre la raison d'être dans l'organisation. Un deuxième point qu'il me semblait intéressant de rappeler, c'est qu'en fait, quand on parle de raison d'être en action, il s'agit presque d'un pléonasme, et je ne résiste pas au plaisir de vous rappeler la définition de la raison d'être dans le rapport Nota-Sénar, puisque la raison d'être exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société. Elle permet de ramasser en une formule ce qui donne du sens à l'objet collectif qu'est l'entreprise. Elle est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et les actions qui en découlent. Alors, en effet, chez Nova Vista et Balthazar, on accompagne un certain nombre de clients sur ce sujet de l'activation. On aborde et on traite à leur côté tout un tas de questions qui se soulèvent et qu'on voulait en partie traiter aujourd'hui avec Nicolas et Franck. Donc, comment faire vivre la raison d'être au quotidien et en faire l'affaire de chacun? Comment faire de la raison d'être la boussole stratégique de l'organisation? Comment ancrer la raison d'être dans les rituels clés de prise de décision et de gouvernance? Quelle place pour les parties prenantes externes? Quel rôle pour la communication? Et avant de passer la parole à Jean-Noël qui va vous présenter nos intervenants, un point d'alignement peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, c'est qu'à partir du moment où on a invité aujourd'hui la Maïf, qui est une société à mission, vous avez tous bien compris que raison d'être et mission sont des cadres conceptuels très similaires. D'un côté, vous pouvez avoir des entreprises qui formulent une raison d'être et des principes associés, pas forcément statutaires, et de l'autre, des entreprises qui formulent une raison d'être et des objectifs, qui là sont statutaires avec un double niveau de contrôle, OTI et comité de mission, ce qui est le cas de la Maïf. Jean-Noël, je te passe la parole. Ouais, merci Anne-France, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pour parler de ces sujets-là, le choix qu'on a fait avec Anne-France, plutôt que de présenter des choses de façon théorique, on a fait le choix d'avoir à chaque fois dans nos webinaires des illustrations concrètes avec des entreprises qui sont sur le sujet et des entreprises qu'on accompagne, ou qu'on a accompagné, c'est le cas de la Maïf. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir la Maïf avec nous, avec Nicolas Boudinet, donc, qui est directeur général délégué de la Maïf, et Franck Carnero, qui est Chief Mission Officer. On a fait le choix d'ailleurs d'avoir ces deux angles de vue, qui sont des angles de vue différents sur cette question-là, que ce soit celui d'un dirigeant, donc avec Nicolas, et celui qui est en charge de cette mission avec un nouveau métier qui émerge, qu'on appelle Chief Mission Officer dans les entreprises. Donc, c'est intéressant d'avoir ce double regard. Avant de leur poser des questions et de lancer le débat, je voudrais juste vous présenter, vous rappeler la mission de la Maïf, quand même, que vous l'ayez en tête dans cet échange. Donc, Manon, si tu peux l'afficher. Voilà, ça arrive. Hop, voilà. Donc, convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous, Maïf, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Voilà, là, on a le texte, vraiment le socle de la raison d'être, et je peux vous dire que chaque mot est important et chaque mot a été pesé. Je vois Nicolas, et je me souviens des débats, longs débats sur ces questions-là dans les ateliers de travail. Et puis, vous avez 5 engagements
Le premier, placer l'intérêt de ses sociétaires au cœur de ses activités. Le deuxième, favoriser par une attention sincère l'épanouissement de ses acteurs internes au sein d'un collectif engagé. Contribuer à la construction d'une société plus solidaire à travers ses activités. Contribuer à la transition écologique à travers ses activités. Et le dernier, promouvoir le développement de modèles d'entreprise engagés dans la recherche d'impact positif. Donc là, on voit des engagements qui portent un impact sur l'ensemble de l'écosystème et les parties prenantes de la Maïf. Donc ça, c'était juste pour vous rappeler le cadre de la raison d'être et des engagements que prend la Maïf. Alors, comment on va procéder ensemble? En fait, on a prévu avec Anne-France de poser 6 questions à nos invités autour des thématiques qu'a abordé Anne-France en introduction. Donc, on va leur poser la question. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, si vous avez des remarques, des commentaires, à les formuler. Donc, pour ça, on a prévu un petit outil tout simple qui s'appelle Klaxoon. Vous allez voir apparaître un code, un QR code sur votre écran. Vous pouvez prendre la photo ou noter le code, enfin l'HTTP pour vous connecter si vous le souhaitez. C'est juste un mur en fait digital qui vous permettra de mettre un certain nombre de post-it. Vous allez voir, c'est simple. Si jamais ça pose un problème, n'hésitez pas à utiliser le fil de discussion aussi. Manon, qui suit le webinaire, prendra à la volée l'ensemble des questions et on retrouvera les questions après la séance d'échange avec Nicolas et Franck. On reprendra toutes vos questions et on essaiera d'y répondre dans l'heure qui nous est impartie. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'entamer maintenant le questionnement. Et donc, je vais redonner la parole à Anne-France pour la première question qu'on a envie de poser à Nicolas et Franck. Merci Jean-Noël. Oui, alors, pour démarrer cet échange, il nous a semblé intéressant de vous poser une question à tous les deux. Donc, vous allez y répondre tous les deux. Et quelque chose de très simple, finalement, plus d'1 an après, et peut-être en une phrase ou deux, qu'est-ce que vous aviez prévu et qu'est-ce que vous n'aviez pas prévu? Donc, est-ce que vous avez eu des imprévus sur votre route? Peut-être Nicolas d'abord. ou Franck? Peut-être Nicolas en premier alors. Ouais, peut-être pour répondre à ce qu'on avait prévu, c'est un niveau d'adhésion en fait assez large au concept de l'entreprise à mission et à la manière dont on l'a décliné. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Noël, on a beaucoup travaillé sur les mots et sur le fond, donc c'est quelque chose qui ressemble à la Maïf. Donc on a eu un niveau d'adhésion très fort du corps social. Et peut-être sur ce qu'on avait un peu moins prévu, c'est que ça a généré un niveau d'exigence extrêmement fort et un niveau d'impatience sur la question de la preuve. Comment peut-on au quotidien prouver à nos sociétaires qu'on est une société à mission et qu'on respecte les engagements qu'on a pris? Et peut-être en complément, d'un point de vue, on va dire, très opérationnel, arrière-cuisine, qu'on gère au niveau de notre entité Mission Impact, bien évidemment, on avait prévu des sujets autour de la mise en place de la gouvernance, de la mobilisation des équipes, avec beaucoup d'équipes qui sont vraiment autonomes et qui se sont complètement appropriées la mission, et puis d'autres qui ont un besoin plus important d'accompagnement. Et puis, effectivement, on a l'exigence de démonstration, comme le disait Nicolas. Après, alors je ne sais pas si c'est imprévu, mais c'est plutôt dans les choses qui vont au-delà de ce qu'on avait espéré, ou au moins de ce que moi j'avais espéré, c'est le fonctionnement du comité de mission, avec une bonne complémentarité des membres. Hein. Quand on est pionnier sur ces sujets, on ne sait pas trop comment la mayonnaise va prendre, si j'ose dire. Et on est satisfait de la manière dont on interagit avec le comité de mission, qui est challengeant, mais en même temps constructif. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, en autre point qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est la survenance de la crise sanitaire. C'est arrivé en plein milieu où on était, au moment où on se préparait à devenir société à mission. Donc, le fait d'avoir le cadre avec la raison d'être qui avait été travaillé depuis 2019, ça nous a permis de prendre des décisions parfois difficiles, parfois compliquées, mais avec plus de
plus de vitesse, sans doute plus d'adhésion collective. Voilà, et donc ça nous a permis, par exemple, de prendre la mesure autour des 100 millions et puis aussi nous projeter sur la suite. Je pense à nos décisions tarifaires qui ont poursuivi ensuite les années suivantes. Et puis à tout ce qu'on a fait sur le télétravail. Il y a eu un effet accélérateur par le Covid, mais on est aussi, comment dire, dans une logique où on fait perdurer ces modalités de travail hybride. Franck, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as cité l'exemple des 100 millions. Je ne sais pas si toutes les personnes qui participent ont en tête ça et peut-être faire le lien avec comment tu fais le lien entre, disons, ça nous a permis de faire la mesure des 100 millions. Je pense que c'est un cas intéressant, c'est un exemple intéressant. Oui, alors les 100 millions, en fait, au moment du premier confinement, qui était vraiment un confinement très dur, on s'est très vite rendu compte qu'on aurait, comment dire, des économies sur le plan des indemnisations d'accidents, puisque les voitures restaient au garage, et c'était annoncé pour 6-8 semaines. Et donc, très, très vite, on a fait un calcul et on s'est dit, mais on va se retrouver avec finalement un gain, un excédent qui correspond au fait que on a récupéré des cotisations et puis les voitures n'ont pas roulé. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qui résonne le plus par rapport à notre raison d'être dans cette situation un peu de crise? Et on a fait le choix de restituer une centaine de millions d'euros à nos sociétaires avec la possibilité d'orienter ces fonds à leur souhait vers des associations qui œuvraient pendant le plus fort de la crise sanitaire. Juste en rebond, avant de passer à la deuxième question, pour reprendre les points de Nicolas et Franck, donc ce qu'on entend, c'est que ce qui était peut-être inattendu, c'est l'effet d'entraînement qui oblige, c'est-à-dire cette attente très forte d'exigence dans laquelle vous êtes vous-même mis en tension. La nouvelle gouvernance, très, très exploratoire, mais en même temps très vertueuse, qui se met en chemin. Et puis le fait d'avoir ces grilles d'arbitrage dans des moments où ça tangue très fort, ces grilles d'arbitrage voilà, qui donnent une perspective de long terme et qui permet de prendre des décisions voilà, dans des moments complexes. Merci à tous les deux pour vos réponses. Alors, une deuxième question pour vous deux, pour Nicolas, peut-être plus spécifiquement. Est-ce que tu fais un lien entre l'adoption ou le fait d'être devenu Socia Mission, d'avoir travaillé sur votre raison d'être et d'une certaine manière, je vais dire avec mes mots, mais la surperformance de la Maïf, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, vous avez un niveau de performance élevé par rapport même à vos objectifs. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation pour vous? Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Et voilà, quel est le lien performance et mission, au fond, est intéressant à creuser. Alors, c'est vrai qu'on a vécu, paradoxalement, compte tenu de la crise, 2 très bonnes années, en particulier l'année 2021, qui va être une excellente année pour la Maïf. On fait le lien, oui, c'est vrai, parce que, Franck l'a dit, ça nous installe dans une forme de cohérence et d'accélération de nos décisions, parce qu'on a aujourd'hui un fil à plomb, quelque chose qui nous oriente et qui fait qu'on va plus vite. En revanche, l'analyse qu'on fait, c'est qu'on a aussi bénéficié, alors un peu malgré tout, de la crise qui a été pour les assureurs en général un facteur, alors pour certains en tout cas, un facteur de stabilisation des modèles. En tout cas, pour nous, le modèle d'accueil des flux, par exemple, a été beaucoup plus performant, puisqu'on a été contraint de faire une stabilisation. Et donc, on a pu demander à nos collègues de soutenir les plateaux téléphoniques. Et donc, on a mécaniquement augmenté nos taux d'accueil. Donc, ça marche, la mission, comme facteur de performance, si on a des fondamentaux qui sont eux-mêmes performants, des fondamentaux opérationnels, des produits qui tiennent la route et qui sont cohérents avec ce qu'on annonce. Si on fait une mission qui est décalée avec l'histoire et la promesse et qu'on communique sur cette mission, je pense que ça ne marche pas. Donc, il y a un terrain à préparer ou à avoir avant de vérifier que la mission apporte quelque chose. Merci Nicolas. Et juste peut-être sur ce point, je reviens, parce que quand tu dis, bon, comme on se connaît un peu sur ce sujet-là, Nicolas, en fait, moi, ce que j'observe, le travail qui a été fait, notamment
depuis que Pascal a pris la direction de la Maïf. Maintenant, ça remonte à il y a quand même quelques années. J'ai vu en vous suivant que vous aviez fait tout un travail, tu parles de fondamentaux, qui a nécessité plusieurs années de transformation avant de s'attaquer à cette question de la raison d'être, de la mission. Donc, on voit qu'on est sur moi, je vois bien que c'est sur un temps long que ça s'est fait, et l'illusion de croire qu'on pourrait le faire en quelques mois et que d'un seul coup, il n'y a pas de baguette magique, quoi, en fait. Ce que tu dis, c'est que c'est un travail de fond qui, à un moment donné, permet de faire émerger des choses exceptionnelles, mais parce qu'il y a eu ces fondamentaux qui ont été travaillés depuis maintenant plus de 10 ans, quoi. Si je fais un rapport au temps, quand même. Oui, effectivement. Alors, je pense que vous l'avez tous remarqué, et je crois qu'il y a eu une question sur la raison d'être, et du coup, on l'a reprojeté là. La raison d'être étant très orientée sur les modalités, hein, l'attention sincère portée à l'autre, c'est une raison d'être de modalité. On peut pas, enfin, ça s'improvise pas, quoi. Il faut vraiment que les modalités opérationnelles d'interaction avec les sociétaires notamment traduisent cette attention. Donc finalement, la raison d'être est venue comme à la fois une rencontre avec notre époque, je pense, mais aussi est fondée sur des atouts, des assets naturels de la Maïf qu'on a travaillé effectivement pendant un certain temps. Donc ça vient se poser sur un dispositif qui est pas qu'une vision, mais aussi une capacité à traiter les sujets de cette manière. Merci Nicolas. Peut-être Franck, tu peux rebondir, mais en tout cas, nous, on voulait te poser une troisième question, qui était comment faites-vous, comment fait la Maïf pour ancrer la mission dans vos rituels clés de prise de décision, que ce soit au niveau des instances dirigeantes, mais pas que. Alors, j'ai envie de prendre comme illustration un outil, alors qu'on appelle dans notre jargon interne le quadriptyque. En fait, c'est une sorte de boussole à 4 axes dans laquelle on a, qui nous aide à prendre des décisions. Et d'ailleurs, ça peut fonctionner à la fois pour des décisions stratégiques, pour des décisions plus opérationnelles. Et en fait, ces 4 axes correspondent à nos principales parties prenantes qui d'ailleurs font écho à la mission. Hein. Notre mission, comme l'a présenté tout à l'heure Jean-Noël, et les 5 objectifs statutaires sont très connectés à ces parties prenantes. Donc, on essaie de se poser la question, ce qu'on est en train de faire, est-ce que ça va apporter plus de satisfaction à nos sociétaires? Est-ce que ça va renforcer l'épanouissement des acteurs internes? Est-ce que ça va contribuer à la société qui nous entoure, soit sur le plan écologique, soit sur le plan solidarité, et aussi, est-ce que ça va bénéficier à l'entreprise, puisque il y a toujours dans le monde de l'entreprise la nécessité d'être pérenne pour pouvoir continuer à générer des impacts positifs. Et en fait, ça, c'est un outil qu'on avait déjà commencé à expérimenter au début du plan stratégique et qui continue, qui a été renforcé finalement avec l'intégration des objectifs statutaires. Et ça permet de donner là aussi un guide pour des choses plus opérationnelles. Donc en plus du fil à plomb qu'est la raison d'être, comme le disait Nicolas, on a aussi cette boussole qui nous aide à prendre des décisions. Et ça va jusqu'à irriguer des réflexions sur notre accord d'intéressement, sur la manière dont sont rémunérés les dirigeants. Donc on voit que ça irrigue énormément de modalités pratiques pour s'approprier ces sujets. Et puis, je n'aurai pas le temps de développer ce matin, mais on a aussi tout le travail autour de la feuille de route d'entreprise et de sa résonance par rapport à mission, qui est un moment fort qu'on vit là en ce moment pour préparer la feuille de route 2022. Et ça mobilise aussi énormément les équipes dans les entités, soit pour nourrir leur propre feuille de route d'entité, soit pour proposer des choses qui viendront nourrir la feuille de route d'entreprise. Ce que tu es en train de dire sur la feuille de route, c'est que vous faites un travail, vous croisez la feuille de route avec la mission ? Exactement, oui. On essaie de grouper les deux. C'est une manière de décliner plus opérationnellement la mission. On avait une pratique dans l'entreprise de feuille de route, d'échange entre le comité de direction générale, le conseil d'administration, l'articulation avec les métiers. Et maintenant, on colorise quelque part la feuille de route avec des aspects mission qui se retrouvent ensuite dans ce qu'on partage avec le comité de mission et avec l'organisme
organisme tiers indépendant. Donc, il y a un tout cohérent. On fait, par exemple, un des reproches qu'on pouvait faire historiquement à la RSE, même si ce n'était pas forcément le cas à la Maïf, c'est d'avoir une RSE un peu à côté du cœur business. En intégrant les deux réflexions en même temps, finalement, la mission est directement dans le cœur business et ce pour l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Donc, ça mobilise tous les métiers avec un angle d'attaque qui est notre pérennité viendra aussi de l'utilité à nos parties prenantes. Donc, il faut être en capacité d'articuler, d'aligner ces éléments entre nos trois parties prenantes clés et l'intérêt de l'entreprise, notamment à long terme. Juste Donc, je peut-être prends pour une question. clarifier. Ouais. Oui, Jean-Noël, tu te réfères à la question du Oui, participant? je voulais prendre la question d'un de nos auditeurs là, qui demande pouvez-vous préciser ce qu'est une feuille de route versus une stratégie pour vous? Est-ce que quand tu dis feuille de route, tu parles de En stratégie fait, ou c'est quelque chose de plus… c'est quelque chose pour nous, dans notre jargon, c'est vrai, un peu plus opérationnel avec des actions. Des verbes d'action. On va mettre en place quelque chose dans l'année qui vient. Donc, c'est aussi temporel comme axe de travail. Dans sur l'année l'année? qui vient, on va mettre en place telle chose. Et alors, je vais prendre un exemple concret. Quand on réfléchit à l'impact de nos activités d'assurance, notamment sur l'environnement, on décide de mettre en place, il y a quelques années déjà, une logique d'utilisation de pièces issues de l'économie circulaire dans la réparation automobile. Et on a une sorte de trajectoire de déclinaison avec un pourcentage des paliers, avec un pourcentage de taux de pièces de réemploi utilisées dans nos réparations. Et donc, ça veut dire que pour l'année qui vient, on vise X%. Et ça peut, comme ça, finalement, nous permettre d'avoir des choses plus concrètes qui déclinent l'esprit de la raison d'être et de la mission dans des plans d'action opérationnels que suivent les métiers. Je reviens sur j'avais une question sur la gouvernance. Tu parlais du quadriptyque. Est-ce que ça veut dire concrètement que quand vous êtes en co-DG, quand vous prenez par exemple une décision d'investissement, vous allez vous poser la question avec ce filtre en fait sur ces 4 critères que tu as énoncés tout à l'heure? Alors, Nicolas en parlerait mieux que moi parce que moi, je ne siège pas en permanence au co-DG, mais j'ai l'impression que c'est dans certaines décisions totalement explicites et dans d'autres, de toute façon, c'est en arrière-plan. Ouais, c'est même finalement une demande dans la présentation des enjeux des dossiers pour lesquels on est sollicité sur une décision, c'est d'avoir cette visibilité sur l'ensemble des parties prenantes. Donc, comme le disait Franck, c'est quelque chose qui est passé du statut de à côté de l'activité à complètement dans l'activité et dans la décision. C'est ça, en fait, l'enjeu majeur, y compris d'ailleurs pour les années qui viennent. Merci. Alors, peut-être une quatrième question maintenant sur qu'est-ce que ça génère en fait chez vos collaborateurs en fait 2 ans après là avoir été sous cette mission, est-ce que vous constatez quelque chose, un impact sur vos collaborateurs en interne par rapport à tout ça? Alors, Nicolas le disait un peu tout à l'heure, et n'hésite pas à compléter, Nicolas, par rapport à ma propre perception, mais on a eu très très vite une très forte expression d'adhésion à la raison d'être parce qu'elle s'ancre complètement dans notre histoire et elle nous projette dans l'avenir avec des choses auxquelles on croit complètement. Donc, c'est vraiment très bien vécu. Peut-être qu'on peut dire aussi que les acteurs internes, c'est dans une société comme la Maïf, qui est une mutuelle d'assurance, c'est à la fois à peu près 7500 collaborateurs, mais c'est aussi environ 1 millier de mandataires mutualistes qui sont en fait des sociétaires, des clients qui sont sociétaires chez nous, qui sont particulièrement impliqués dans la vie de la mutuelle. Et en fait, ça donne du sens à l'action de chacun. Donc, il y a un côté booster du sens de l'activité de chacun. Historiquement, on avait déjà une très, très grosse culture de satisfaction de sociétaire, d'épanouissement des acteurs internes. C'est des choses qu'on a travaillé déjà depuis de nombreuses années. La satisfaction des sociétaires, c'est même depuis l'origine de l'entreprise, depuis 1934. Ces dernières années, on s'est beaucoup investi aussi sur le management par la confiance. Donc, on voit que c'est des choses qui étaient déjà bien, bien travaillées. Et donc, quelque part, ça permet d'aller encore plus loin. Et puis, il y a cette montée en puissance de la prise en compte des enjeux socio-environnementaux qu'on avait déjà commencé à prendre, mais là, on a un effet accélérateur et on se retrouve à la fois dans une adhésion
à ces sujets. Et aussi dans l'impatience qu'évoquait Nicolas, comment vous pourriez nous aider à être encore plus dans l'action, comment tout ça, ça peut se traduire très concrètement pour moi qui travaille sur un plateau d'accueil téléphonique des sociétaires ou dans une délégation en conseil. Donc on voit par exemple des initiatives émerger de collègues. Je vais citer une initiative près de Niort où en fait couplée à une logique de satisfaction de sociétaires. Quand on avait reçu des avis positifs des sociétaires, il y avait une transformation en don pour les Restos du Cœur, et ça provoque finalement une sorte d'alignement entre des choses qui sont en lien avec une de nos parties prenantes et des choses qui peuvent être en lien avec la société. On a aussi eu un gros travail fait dans la région toulousaine pour monter une formation qui permet à la fois d'apporter des débouchés aux étudiants toulousains qui veulent aller sur des sujets de droit des assurances, mais aussi qui nous ancre dans la vie étudiante toulousaine, qui nous ancre auprès des associations d'étudiants et qui nous permet aussi de rayonner au-delà de la formation elle-même. Donc on voit que systématiquement, on essaie d'avoir des initiatives qui peuvent activer plusieurs parties prenantes et qui du coup créent une synergie qu'on n'avait peut-être pas encore complètement réussi à trouver antérieurement. Donc ça développe ce côté synergique. Okay. Merci. Est-ce que, là je m'adresse plutôt peut-être à Nicolas, est-ce qu'il y a tu pourrais nous donner des exemples de grandes orientations stratégiques ou de projets phares qui ont été guidés par votre mission, en fait, peut-être l'aspect plus facteur d'innovation, tu vois, de développement de la mission? Alors, il y a les mesures que Franck a déjà évoquées, alors, qui sont innovantes parce que liées au contexte. Je pense notamment à la mesure 100 millions qui est assez emblématique du moment. Et puis, il y a des choses plus classiques autour de l'investissement et des placements. Là aussi, Franck qui a fait référence tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qui sont attendues, mais on est allé, je pense, assez loin, comme dans la politique d'achat, comme dans la politique immobilière. Mais tout ça, c'est assez classique. Alors peut-être une initiative que peut-être on n'aurait pas lancée tout de suite, en tout cas, si on n'avait pas conduit ce travail sur la mission, c'est une initiative qu'on a lancée avec un partenaire qui s'appelle Ulule, qui est en fait une place de marché de consommation responsable, avec des produits dont on a, avec Ulule, vérifié l'origine et la compatibilité avec nos exigences sociales et environnementales. Donc, c'est une illustration d'une tentative il est encore trop tôt pour conclure si ce sera un succès ou pas, parce qu'elle a été lancée il y a 3 semaines maintenant. Mais l'idée, c'est de donner la possibilité d'activer encore nos sociétaires au-delà de notre cœur de métier, sur une capacité à avoir un impact sur la société, une prise de conscience de leur consommation et de l'impact de cette consommation. Donc, on voit que c'est des choses qui sont assez éloignées en fait, de notre cœur d'activité, mais qui nous permettent de tester des choses au quotidien, alors que l'assurance est par nature une activité à la fois assez immatérielle et dont la relation avec le client final est assez peu fréquente. Donc, la capacité à porter des preuves au quotidien, elle est pas simple. Donc, on essaie de réfléchir à la manière dont on peut amener ces changements de comportement dans la vie de nos sociétaires, plus au quotidien que dans l'assurance. Voilà quelques... Donc là, tu fais référence à la plateforme Bien ou Bien, c'est ça? Absolument. Et là, l'idée, c'est vraiment d'activer l'engagement de vos millions de sociétaires autour d'une action. Enfin, ça se relie avec le chaque acte compte, votre hashtag là, c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça l'idée en fait. Okay. Oui, tout à fait. Okay. Après, ce que je voulais préciser aussi par rapport aux remarques qu'on a fait tout à l'heure, c'est que autant dans le plan stratégique précédent, enfin actuel, qui va se terminer à la fin de l'année 2022, on avait positionné la mission comme un sujet à part entière de la stratégie, mais quelque part un élément parmi d'autres, avec des grandes étapes et notamment l'adoption par l'Assemblée générale. Le plan stratégique qu'on prépare là maintenant pour 2023 et à suivre, c'est vraiment un plan d'intégration complète
de la philosophie de la mission dans les objectifs du plan. Donc, on est passé d'un objet à quelque chose qui va percoler sur l'ensemble de l'activité du groupe. Donc, c'est une intégration de la mission complète dans la stratégie. Ce qui, par rapport à la question sur comment la mission transforme les décisions ou amène la création de projets innovants, normalement devrait nous inciter à aller beaucoup plus loin sur chaque pan du plan strat. Donc là, tu mets en évidence le pouvoir transformant de la mission, en fait. Au fond, à travers le futur plan stratégique, parce que ça va amener encore à des choses nouvelles, en fait. Ce qui est intéressant dans l'exemple de Bien ou Bien que j'ai cité tout à l'heure, c'est qu'on voit que la logique… Alors, on ne peut pas parler de diversification aujourd'hui, parce que c'est une activité très embryonnaire qui est plutôt faite pour tester l'appétit de nos sociétaires sur ce registre du mieux commun qu'on défend sur notre cœur d'activité. Mais on voit bien que si demain, on devait attaquer des sujets de diversification un peu plus lourds, un peu plus impactants, on a, je pense, trouvé le véhicule, la mission, enfin le contenu de la mission, qui nous permet de justifier ce mouvement de diversification. On n'a pas forcément besoin d'aller chercher des verticales métiers qui soient cohérentes avec l'activité cœur de la Maïf. On n'est pas en train de développer un service bancaire ou quelque chose qui serait a priori plus en lien avec notre activité actuelle. On peut aller beaucoup plus loin dans la diversification, beaucoup plus loin de notre cœur de métier, si on a ce véhicule qui est cette promesse du mieux commun et de l'impact. Donc, c'est aussi un sujet extrêmement intéressant si on devait envisager une diversification un peu plus loin. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de se rappeler le fait que la raison d'être, enfin votre raison d'être avait beaucoup intrigué à l'origine, puisque vous ne faites pas référence à votre corps de métier. Et comme tu le rappelais très justement, c'est très centré sur un comportement, donc l'attention sincère portée à l'autre. Et c'est vrai qu'il ouvre la voie à tourner autour de son cœur d'activité sans forcément y rester. Et je fais un petit aussi, ça m'évoque quelque chose, parce que ce que tu dis, Nicolas, là, sur le côté finalement, là, tu mets en évidence le potentiel d'innovation que ça peut avoir. Et il faut peut-être juste rappeler une chose qui est quand même intéressante, c'est qu'un des grands chercheurs qui a poussé le sujet en France sur la question de la mission, de la raison d'être, qui est Armand Actuel, qui est chercheur de Mines ParisTech, au départ, son questionnement sur la question de la mission est venu d'un travail sur l'innovation. Je trouve ça intéressant quand on remonte à un ouvrage qu'il a écrit, Refonder l'entreprise en 2009. C'était vraiment par rapport à un déficit d'innovation et de dire, au fond, la mission, c'est aussi un levier d'innovation incroyable. Et je trouve qu'à travers l'exemple que tu donnes, Nicolas, on voit bien comment ça amène aussi, et donc ça rejoint des enjeux aussi business derrière, fort quoi. Et pas seulement RSE, on va dire. Voilà. Et donc, c'est intéressant. Merci de ce témoignage. Alors, on avait envie de vous poser une dernière question, là, pour le coup, à tous les deux, avant de répondre aux questions de ceux qui vous écoutent. Et on reboucle avec ce que tu disais au départ, Nicolas. Quelles questions vous posez-vous sur la mesure de l'impact et son pilotage, puisqu'on ne peut piloter que ce que l'on mesure. Donc, c'est un vaste sujet. Toutes les sociétés à mission l'adressent. Comment vous y prenez et quelles questions avez-vous là-dessus? Alors, on s'y prend. Alors, je vais ouvrir un petit peu la boîte opérationnelle. On a deux sujets en cours qui sont des sujets d'une certaine complexité. Je pense que d'autres sociétés qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui, sont confrontées à des problématiques proches. C'est que forcément, on s'est lancé dans l'aventure de la société à mission par conviction, parce que ça correspond à notre ADN. Donc, voilà, on a ça en arrière-plan. Et en même temps, on aimerait pouvoir démontrer que tous les efforts qu'on fait sur le plan extra-financier ne sont pas déconnectés de l'intérêt de l'entreprise. Il y a une recherche d'alignement entre l'utilité aux parties prenantes et l'intérêt de l'entreprise. Et donc, comment essayer d'approximer les gains économiques que peuvent générer
des choix avec des impacts extra-financiers. Donc, on tente, on se fait d'ailleurs accompagner sur le sujet, de rechercher des liens entre, par exemple, est-ce que l'épanouissement des acteurs, à un moment, peut rejaillir sur des aspects de qualité, de services rendus aux sociétaires, qui elle-même, cette qualité, rejaillit sur la fidélité des sociétaires qui est sensiblement supérieure à la moyenne du marché, des sujets de recommandation, de bouche à oreille, etc., etc. Donc, on essaie de travailler sur ces sujets. Mais comme les liens de causalité et la capacité à transformer tout ça en valorisation monétaire sont plus ténus que quand on est juste dans un calcul de coûts, finalement, on se retrouve avec une petite difficulté. C'est autant les coûts extra-financiers, on les mesure assez bien en général, autant les gains sont plus difficiles à estimer. Mais on trouve que c'est un sujet intéressant à adresser en interne. Mais difficile, hein, il ne faut pas le nier. Et on pense que ça peut aussi aider dans notre objectif de promotion des modèles d'entreprise engagés à convaincre d'autres types d'entreprises qui ne sont peut-être pas exactement câblées avec nos propres grilles d'analyse, d'aller vers ces transformations, parce qu'elles se rendent compte que ça n'est pas qu'un sujet d'empilement de coûts, mais ça peut aussi avoir un sens stratégique. Et nous, on en est vraiment convaincus. Et après, dans la question que tu poses, Anne-France, je lis aussi comment vous adressez le sujet de la mesure d'impact. Parce que la mesure d'impact, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle impact? Est-ce que l'impact, c'est juste d'avoir fait un don à telle association qui œuvre pour la biodiversité, ou c'est d'essayer d'aller chercher le nombre d'espèces qu'on aurait éventuellement participé à rendre moins fragiles dans un écosystème rendu difficile par la pollution ou que sais-je. Et là, c'est pas très simple. Donc, il y a des gros travaux, comme le disait Nicolas, hein, on a des gros sujets en lien avec nos investissements, puisque le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre pour un assureur comme la Maif, qui gère pas loin de 20 milliards d'actifs, c'est les émissions liées à ces placements financiers. Et donc, on travaille aussi avec des structures académiques de la recherche sur la quantification de l'impact de nos placements sur des sujets comme le carbone, mais aussi la biodiversité. Et donc, on se fait aussi accompagner sur ces sujets. En fait, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à craquer, mais qui nous semblent intéressants pour continuer à promouvoir l'intérêt de ces sujets. Pour aussi s'adresser peut-être à des publics qui sont moins intuitivement convaincus que cela a un sens aussi sur le plan économique. Et est-ce que, comme beaucoup d'autres sociétés à mission, c'est un sujet que vous abordez en particulier avec les membres du comité de mission, le sujet de l'impact? Alors, oui. On aborde tout avec le comité de mission, donc oui, on aborde aussi ce sujet-là, et on a vu aussi que c'était pas simple, hein. Dans notre comité de mission, on a par exemple Alain Grandjean qui est spécialiste du climat et qui justement nous amène à réfléchir sur les sujets de biodiversité, tout en nous indiquant qu'aujourd'hui les modèles sont peut-être pas encore totalement éprouvés, même s'il commence à y avoir des modèles intéressants qui émergent. Merci beaucoup, Franck. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, peut-être juste un complément sur s'il y a des gens qui se posent la question de savoir s'il faut ou pas passer au statut d'entreprise à mission. Je pense que la question de la mesure, elle est, pour moi en tout cas, assez secondaire. S'il n'y a pas une conviction vraiment très installée dans la gouvernance, on peut faire tous les calculs du monde. Je pense que ce sera compliqué de convaincre. Donc moi, ma recommandation, c'est si vous sentez qu'il n'y a pas de maturité suffisante, ce n'est pas par le calcul et par la dimension héroïste du sujet que
qu'on peut avancer, c'est quand même une somme de contraintes assez forte. Et donc, ça passe par de la conviction. Donc, je dirais pour ceux qui ont des doutes, il vaut mieux attendre 2, 3, 4 ans et avoir la conviction et la maturité pour y aller, plutôt que de chercher à le démontrer par des modèles qui seront forcément imprécis. Donc, c'est une conviction. Évidemment, c'est une fois qu'on a adopté le statut et qu'on est complètement installé, c'est intéressant d'apporter des preuves en essayant de mesurer des choses, mais je pense qu'avant tout, c'est la conviction qui doit l'emporter. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, peut-être que là, on peut continuer notre échange, mais en screenant les questions qui nous ont été posées. J'en ai vu pas mal sur le fil de la discussion et peut-être, Manon, que tu en as récolté d'autres. Voilà. Et l'idée pour Nicolas et Franck, c'est de piocher, en fait. Je pense que Manon a essayé de les... ce qui n'est pas facile en live, mais à les répartir par grands thèmes. Et là, on a une vingtaine de minutes pour tenter d'y répondre. J'en vois une dans le fil, je peux peut-être commencer Vas-y. sur comment on s'y est pris pour associer nos parties prenantes en fait, à nos travaux. Et c'est effectivement une question importante. Donc, il y a eu, au moment où on a réfléchi sur l'élaboration des objectifs statutaires, on a lancé 2 séquences de questionnement auprès de nos parties prenantes. Donc, en gros, les parties prenantes qu'on a interrogées étaient des salariés, des mandataires mutualistes, donc nos sociétaires particulièrement impliqués dans la vie de la mutuelle, des sociétaires, des responsables d'associations, des responsables politiques, des journalistes, pour commencer à identifier ce que pouvaient être les enjeux un peu clés pour une société comme la Maïf, à partir de sa raison d'être. Et on a ensuite, nourri par ces panels et ces entretiens qualitatifs, on a ensuite ouvert un questionnement plus quantitatif, à peu près 215 000 personnes, avec en gros 200 000 sociétaires, soit représentant des personnes physiques, des particuliers, soit des associations et collectivités, puisqu'on a un gros assureur historique d'associations, collectivités et maintenant des entreprises, et aussi nos acteurs internes. Et ça nous a permis de hiérarchiser un certain nombre d'enjeux pour nos parties prenantes. Et ça nous a aidé à la fois à valider les idées qu'on pouvait avoir sur nos formulations d'objectifs statutaires, et ça nous aide aussi à réaliser des choix quand on justement bâtit la feuille de route de l'année suivante, pour essayer d'aller chercher ce à quoi nos parties prenantes peuvent être les plus sensibles. Merci Franck pour cet éclairage. Nicolas, est-ce qu'il y a une... Oui, vas-y. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors, sauf Nicolas, est-ce qu'il y a des questions là auxquelles tu as envie de répondre tout de suite? Oui, je vois des questions autour du sujet de la preuve. En fait, il y avait, j'ai 2 exemples en tête. Un exemple très opérationnel de débat entre le marketing et la communication, que je connais bien par définition, parce que j'ai en charge ces deux secteurs-là. Le marketing étant challengé par la communication sur le thème « Il faut que vous nous aidiez à expliquer comment, dans notre cœur de métier, on déploie la mission ». Aujourd'hui, on a un exemple symbolique qui est les pièces de réemploi dans l'automobile. C'est ce que Franck a évoqué tout à l'heure. Alors, on l'a utilisé pour une campagne de communication publicitaire il y a 2-3 ans. Et puis, on a été quelque part un peu contraint de le réutiliser là. Je pense que vous avez vu, pour certains en tout cas, la dernière campagne publicitaire. On l'a réutilisé parce que tout simplement,
on manquait, alors d'abord parce qu'il y avait une progression très nette de l'utilisation de l'usage des pièces de réemploi, donc ça nous a permis d'actualiser un peu notre vision, mais surtout, on avait des difficultés à trouver des preuves concrètes dans nos contrats qui soient suffisamment parlants pour le grand public. Donc, il y a cet exemple-là. Puis, il y a un deuxième exemple qui est tout simplement dans les visites qu'on peut faire sur site, des conseillers qui nous disent, quand on a des sociétaires en face de nous qui nous disent c'est super ce que vous faites, enfin ce que vous communiquez, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour aller dans le sens de ce que vous exprimez? Ça nécessite un peu de pédagogie. Hein. Par exemple, peu de gens dans le grand public sont conscients du fait que les assureurs sont des asset managers et que ça fait partie intégrante de leur métier et qu'il y a des sommes considérables qui sont placées et qu'évidemment, l'impact le plus fort, il est vraiment là-dessus. Donc, ça suppose qu'on ait une pédagogie, une capacité à expliquer à nos collègues qui sont en contact avec les sociétaires quel est le métier d'un MAIF, comment on l'exerce et pourquoi est-ce qu'on fait les choses différemment des autres. Donc, ce n'est pas si simple que ça de donner accès au client final à ces preuves. Et puis, dernier exemple, j'arrêterai là. On est parfois challengé. J'ai un exemple hier où un sociétaire revient vers nous en nous disant « J'avais une voiture X, j'ai acheté une voiture Y qui est la même, mais en hybride rechargeable. » et je paie plus cher. Et je ne comprends pas pourquoi une entreprise comme Maïf qui défend un certain nombre de choses ne me propose pas un tarif inférieur. Et évidemment, derrière ça, on oublie que le véhicule coûte beaucoup plus cher, qu'il est… Je crois qu'on a perdu Nicolas. Là. On a perdu Nicolas. Peut-être que… Ouais. Tu peux prendre une autre question, Pierre? J'aimerais bien. Ah, ça y est, Nicolas, on t'a perdu. On t'a perdu, on t'a perdu pendant 30 secondes, Nicolas. Ok, je ne sais pas si vous m'entendez là cette fois. Oui, on t'a perdu au moment où tu disais on perd de vue qu'une voiture électrique coûte beaucoup plus cher. Voilà, ça s'est arrêté là. Alors, en fait, oui, j'allais dire peu importe les motifs, mais il se trouve que la personne n'était pas sur le même modèle de véhicule vraiment. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que ça crée un niveau d'exigence. À partir du moment où vous annoncez des choses très précises et des engagements très précis, ça crée un niveau d'exigence et donc une pédagogie autour de oui, c'est pas exactement le même véhicule, etc. etc. Donc, les preuves, elles sont là, elles sont au quotidien, à la fois dans l'activité des métiers, mais aussi dans la réaction de nos sociétaires. Merci, Nicolas. Ce que j'aurais eu envie d'ajouter, c'est qu'en fait, en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'innovation, le livre d'Armand Huel, en fait, on est dans une activité de service et l'éco-conception, l'éco-socio-conception dans l'activité de service est moins développée que dans l'activité industrielle. Et donc, en fait, ce qu'on est en train de voir apparaître, c'est la nécessité finalement de s'approprier ces matrices de lecture de comment on conçoit un produit, un service, y compris dans nos métiers financiers, pour intégrer davantage d'attributs qui peuvent être à consonance sociale ou environnementale. Alors, il y a sans doute aussi des métiers dans lesquels c'est un peu plus évident ou un peu plus rapide à mettre en œuvre. Je pense notamment, on a particulièrement pu le faire ces dernières années sur nos activités d'assurance vie, puisque comme c'est directement connecté à nos métiers d'asset manager, finalement, tous les progrès qu'on a pu faire sur nos investissements sociaux et environnementaux, on peut les retraduire dans la promesse de l'offre. Et puis, il y a des produits pour lesquels c'est un peu plus compliqué parce que la chaîne de valeur est plus complexe. Et donc, comment intégrer des logiques d'éco-socio-conception dans les conceptions nouvelles. On est une grosse entreprise, on a 3 millions de sociétaires, donc on a aussi tout un… comment je pourrais dire ça, tout un patrimoine de systèmes d'information à gérer, de génération de contrats, etc. Donc, tout ça aussi nécessite un peu de temps de réflexion et donc on ne peut pas, en un claquement de doigts, passer à tout nickel. Enfin, pour moi, il y a aussi un risque autour de l'injonction de perfection.
Et il faut qu'on mette un peu ça de côté. Pour moi, la société à mission, c'est un formidable aiguillon d'amélioration continue. Si on projette que les sociétés à mission sont parfaites ou, à l'inverse, si elles ne sont pas parfaites, c'est qu'elles sont nulles, là, c'est sûr, on fait quelque part, on fait le lit de tous les comportements qui sont sans éthique. Donc, pour moi, il y a aussi nécessité d'expliquer en toute transparence que c'est un chemin qui est difficile et qu'il faut du temps pour craquer certains sujets. Je rebondis, Franck et Nicolas, sur certaines questions qui ne sont pas tout à fait dans le sujet d'aujourd'hui, qui sont en bas à gauche, là, qui sont plus du registre, on va dire, technique. Et voilà. Et donc, très rapidement, je vous laisserai la parole à tous les deux, mais un point important, donc il ne s'agit pas d'un statut, mais bien d'une qualité. La société à mission est une qualité qui peut être abordée par tout type de statut d'entreprise, SAS, SARL, mutuelle, coopérative, etc. Tout type de secteur et toute taille, puisqu'il y a beaucoup de TPE, PME qui sont aujourd'hui sociétés à mission. Un point d'éclairage également, il y a donc 17% des sociétés à mission françaises qui sont issues du secteur de l'ESS, donc il y a des ESUS qui sont passés sociétés à mission. Donc sans rentrer dans le cadre technique, la société à mission est un cadre, en fait, est une innovation juridique qui n'enfreint pas la liberté d'entreprendre. Donc vous l'avez compris, l'entreprise se met elle-même en tension. Ça n'a rien à voir, mais complémentaire avec un statut ESUS, là qui est codifié par d'autres typologies, mais c'est vraiment une mise en mouvement volontaire de l'entreprise avec le double contrôle. Et il y a des questions sur les contraintes de ce statut, enfin de cette qualité, pardon, et les risques. Donc, quel est votre point de vue, Nicolas et Franck? Peut-être, j'avais effectivement envie de répondre là, sur les contraintes en reprenant l'exemple du comité à mission. On a eu des débats, y compris avec nos collègues mutualistes qui nous disaient mais pourquoi ressentez-vous le besoin d'aller sur cette qualité d'entreprise à mission alors qu'on est mutuel et que depuis l'origine, on fait siéger nos clients au conseil d'administration. L'énorme différence et l'apport notamment du comité à mission, c'est que la partie prenante société est représentée. Et c'est, Franck l'a suggéré tout à l'heure, hyper challengeant. C'est-à-dire que, effectivement, quand on a un spécialiste du climat autour de la table et qu'on lui explique que forcément, durablement, on sera assureur de véhicules thermiques, il faut avoir un niveau comment dirais-je, d'acceptation du challenge sur les choix qu'on va opérer sur cette question qui sont très, très élevés. Donc, quand on est entre nous, ou quand on était entre nous, oui, la place du sociétaire était clé, mais quelque part, c'était dans l'intérêt de la Maïf et de ses clients. Et on pouvait se demander quelle était la part de la société en général dans nos décisions. Aujourd'hui, concrètement, on a cette contrainte supplémentaire. Alors, on l'a choisie, on l'a voulu, mais elle est extrêmement exigeante. Une question sur… Ouais, en même temps, juste pour dire, je pense que tu as répondu à la question quel est l'intérêt d'un bailleur social. Je pense qu'en sous-jacent dans cette question, il y avait, à partir du moment où on est bailleur social, on a une mission qui est intégrée à son activité, mais tu as répondu à la réalité, c'est-à-dire quand on passe société à mission, on a un mode de gouvernance qui ouvre la fenêtre sur la société, ce qui n'est pas le cas même des mutuelles et coopératives. Donc voilà, je pense qu'on a répondu à la question en même temps. Pardon. Moi, je voulais vous solliciter sur il y a une question, il y a une formulation là qui est intéressante parce que ça rebondit à ce que Franck a parlé tout à l'heure du management par la confiance, du management à la Maïf. Il y a tout un travail qui a été fait depuis maintenant plusieurs années sur ce sujet-là. Il y a un post-it sur la Maïf, entreprise libérée. Effectivement, on voit qu'aujourd'hui, dans les sociétés à mission, il y a l'idée aussi que plus on va vers ce type de choses, plus fondamentalement, il faut faire évoluer le modèle managérial des entreprises. On n'est plus dans un modèle, on va dire, hiérarchique top-down, mais un modèle beaucoup plus transversal, horizontal, la confiance, la délégation, la responsabilisation, l'autonomisation. Alors là, on parle d'un concept qui est celui de la société libérée. Je me souviens on avait eu des débats là-dessus il y a quelques années. Est-ce que, vous parlez du management par la confiance à la Maïf, est-ce que pour vous, c'est indispensable de faire évoluer le modèle managérial quand on est société à mission, quand on va vers cette logique-là pour atteindre les résultats qu'on se donne, en fait, sur lesquels
on décide de s'engager. Nicolas, tu veux… Moi j'ai une intuition, alors je veux pas couper l'herbe sous le pied de Nicolas, mais dans notre raisonnement à nous, c'est intimement lié. En fait, moi, je le ressens comme ça. Alors, je n'étais pas au CODG quand tout ça s'est décidé, hein, mais l'intuition que j'ai, c'est qu'en fait, pour vraiment pouvoir travailler complètement l'autonomie, la responsabilisation, il faut avoir un cadre fort, un sens qui est appropriable par chacun. Et justement, quand on parle de l'utilité aux parties prenantes, quand on amène des outils comme le cadre hiptyque, etc., on aide chacun à s'approprier le cadre. Et du coup, on libère les énergies. Et justement, on peut être mieux armé en termes d'agilité, en termes de capacité de réactivité à un environnement qui est quand même assez difficile, assez troublant. On l'a bien vu ces 18 derniers mois. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé vraiment très puissant, c'est la vitesse à laquelle notre entreprise s'est adaptée à la crise sanitaire. Je ne suis pas sûr que toutes les sociétés de notre taille aient pu le faire. Mais je pense que c'est parce que justement, on avait déjà testé des choses qui guident les décisions et qui n'obligent pas à toujours remonter vers le sommet de la hiérarchie pour prendre des initiatives parce qu'on sait qu'elles vont normalement être à peu près dans le sens global qu'on a tracé ensemble. Et il n'y a pas besoin de revenir sur une logique un peu traditionnelle de commande and control avec le contrôle qui empêche d'être réactif finalement. Et au-delà du principe, Nicolas, vas-y. Tu poses une question de principe, Jean-Noël. Est-ce qu'il faut que l'entreprise à mission soit accompagnée d'une transformation managériale? Ça dépend du point de départ. C'est-à-dire que soit le terrain est prêt, soit il ne l'est pas. Si je prends le cas de la Maïf et qu'on regarde la manière dont on formule la raison d'être, l'attention sincère portée aux autres, si tu fais cette promesse en externe et que tu ne le fais pas dans la vision managériale et que quelque part les managers n'ont pas cette préoccupation à l'égard de leurs collaborateurs, ça va être compliqué que ça se traduise dans l'action de ces mêmes collaborateurs vers les sociétaires. Donc il y a cette fameuse symétrie qui est un point de passage obligé quand on a une raison d'être de la nature qu'on a choisie. Donc c'est intimement lié, hein, je rejoins complètement Franck. C'est vraiment ça va ensemble, quoi. Alors après, ça dépend du modèle managérial d'origine et du choix de la raison d'être. C'est aussi un sujet de fond, au-delà du principe. C'est aussi quelque chose qu'on capte dans les différents contacts qu'on a avec d'autres entreprises, notamment dans la communauté des entreprises à mission. C'est que finalement, chaque société a une histoire qui lui est propre, a une situation de départ qui lui est propre. Et c'est pas parce que ça a complètement marché comme ça à la Maïf que ça peut être duplicable. Par contre, ça aide à se poser les bonnes questions en amont. Est-ce que notre culture managériale est cohérente avec la raison d'être qu'on est en train de mettre sur pied? Est-ce qu'au contraire, il faudra attendre quelques années pour avoir un peu plus de chance? Ou est-ce qu'on veut faire de la raison d'être quelque chose d'accélérateur, mais avec le risque que ça puisse craquer aussi si on va trop vite et que le corps social n'est pas suffisamment préparé? Donc, il y a pour moi des logiques de tempo, d'adaptation à la situation de l'entreprise, un diagnostic des dirigeants sur l'état de l'entreprise. Il est 9h59, Anne-France. Je crois qu'il va falloir qu'on clôture si on veut tenir nos engagements de temps vis-à-vis de nos intervenants et participants. Peut-être, alors dans ces cas-là, si on n'a pas le temps de reprendre une question, peut-être le mot de la fin à Nicolas et Franck, un mot de la fin, une recommandation à ceux qui nous écoutent. Moi, je dirais volontiers ce que j'ai déjà dit, hein, à la fois partir d'une conviction profonde de la gouvernance et un sentiment d'adhésion du corps social sur cette logique, et puis se préparer à très vite être capable d'amener des preuves. C'est vraiment, je pense, le cœur du succès de la mise en œuvre. Et après, peut-être faire partager, ça ne se situe pas du tout au même niveau. Je réponds un peu à côté de la question à Anne-France, mais
faire partager le fait que c'est une formidable dynamique de transformation, que c'est un accélérateur stratégique incroyable. Et il faut bien peser comment on le fait, à quelle vitesse on le fait, etc. Mais je ne vois pas beaucoup de collègues dans la communauté des entreprises à mission qui regrettent de l'avoir fait. Ce sont des vrais choix, c'est impliquant, mais c'est vraiment enthousiasmant. Écoutez, on va vous remercier. Ouais, on va vous remercier. Ouais, non, mais on va vous remercier tous les deux. Juste un point avant de se quitter, puisque je vois qu'il est 10 heures. Vous étiez une petite centaine à nous suivre. Sachez que le webinaire, on l'a enregistré, il sera disponible en replay pour ceux qui ont pris en cours de route, et puisqu'on avait des questions de ce type-là, qui pourront le consulter à nouveau pour y revenir. Voilà. En tout cas, on vous remercie vraiment. Merci beaucoup du fond du cœur, là, Nicolas et Franck, d'avoir donné de votre temps pour partager votre expérience. Je crois que c'est précieux pour tous ceux qui nous écoutent. C'était, je pense, très concret et détaillé. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Puis avec Anne-France, on sera heureux de vous retrouver dans un prochain webinaire avec d'autres témoins, d'autres entreprises, parce que je pense qu'on voit bien, hein, c'est différent d'une entreprise à l'autre. Il y a des constantes qui émergent, mais c'est à chaque fois un chemin difficile, compliqué, engageant, mais qui apporte de bien belles choses, comme on peut le voir avec le cas de la Maïf. Voilà, merci en tout cas à tous. Peut-être Anne-France, tu veux rajouter quelque chose? Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci. Et au revoir.